Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui ensemble le cours intitulé La toxoplasmose. Vous avez vu avec Dr Shilram l'introduction en parasitologie. Vous avez vu les différents protozoaires, je pense 2 protozoaires, ainsi sanguicoles, ainsi que les protozoaires intestinaux avec Dr Hamouda. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre protozoaire, donc très fréquent, la toxoplasmose. Je ne sais pas si vous connaissez la toxoplasmose, si quelqu'un de vous connu la toxoplasmose, vous ne la connaissez pas. Normalement, la toxoplasmose, normalement, nous avons beaucoup plus chez les femmes enceintes. La nomination chez les femmes enceintes, parce que généralement, on fait la recherche systématique de la toxoplasmose chez la femme enceinte, parce que le risque de la toxoplasmose se voit chez le nouveau-né ou bien chez le fœtus au cours de la grossesse. Là, c'est la gravité de la toxoplasmose. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble c'est quoi la toxoplasmose. Donc, la toxoplasmose, c'est une parasitose, comme je vous avais dit, très connue, très courante, très fréquente, qui est due à un protozoaire. Toujours, on est en protozoologie, donc on étudie les protozoaires, donc ça veut dire les parasites unicellulaires. Là, le parasite, les toxoplasmes sont intracellulaires obligatoires, ça veut dire que l'évolution de ce parasite se fait à l'intérieur de la cellule. Ce parasite est appelé Toxoplasma gondii. Donc la nomination, on va la voir par la suite. Pourquoi Toxoplasma gondii? Donc dans le monde, comme vous voyez, un tiers de la population mondiale est touchée. C'est quoi un tiers touché? Ça veut dire, par exemple, là dans l'amphi, on est une centaine. Ça veut dire il y a 30 personnes, au moins 30 personnes qui hébergent les toxoplasmes. D'accord? Ça veut dire que la plupart, ou bien les 2 tiers, sont séronégatifs, alors que un tiers de vous, bien de nous, sont porteurs de toxoplasma. Elle n'est pas méchante, donc elle est asymptomatique chez les immunocompétents. Donc vous allez voir par la suite. Donc généralement, elle touche les hommes et les animaux à sang chaud, les mammifères et les oiseaux, donc pratiquement tous les mammifères. Donc ça c'est juste une petite historique, c'est pas à retenir, c'est juste pour savoir. Donc pourquoi savoir, c'est que parce que la toxoplasmose a été découverte en 1908 par Nicole et Manson chez un petit rongeur au niveau du nord d'Afrique, au niveau de la Tunisie, le voisin tunisien, chez un petit rongeur appelé Gondii. Donc la nomination c'est Gondii, mais la nomination scientifique c'est Ctinodactylus gondii. Vivent en captivité à l'Institut Pasteur de Tunis. Même ici en Algérie, on a ce rongeur, ce petit rongeur, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous ne le connaissez pas. Gondii, donc c'est ça la nomination Toxoplasma gondii. Donc Gondii en Chaoui Abed. Je ne sais pas si vous le connaissez. En Chaoui Abed, c'est mieux Gondii. Gondii, vous ne le connaissez pas, toujours. Essentiel, c'est un petit rongeur qu'on voit dans les montagnes, surtout dans les montagnes. Il est très fréquent. Et d'où la nomination de la Toxoplasma gondii. D'accord? Et le premier cas humain a été découvert en 1923 par Jean Cuc, qui retrouve le parasite dans des kystes rétiniens, donc au niveau de l'œil d'un petit enfant qui présente une hydrocéphalie. Oui. Toujours les parasites, on fait une classification de parasites. Donc là, la taxonomie ou bien la classification de Toxoplasma, c'est
C'est un parasite qui appartient à l'embranchement des protozoaires ou sous-embranchement des Apicomplexa. Donc c'est un sous-embranchement assez grand des Apicomplexa, c'est très caractéristique. Et à la classe des sporozoaires, on est toujours dans les sporozoaires. Vous avez vu la dernière fois un sporozoaire avec Dr Shilram. Et on est dans la sous-classe des coccidies, l'ordre des zoococcidies, la famille des héméridies, le genre Toxoplasma, où il y a une seule espèce. Le genre Toxoplasma ne contient qu'une seule espèce, c'est Gandhi. D'accord? Alors, mais actuellement, grâce à la biologie moléculaire, il y a 3 génotypes qui ont été découverts, identifiés. Alors, le premier génotype, c'est le génotype 1, qui, donc actuellement, on ne peut pas parler directement de pathogénicité liée au génotype, mais ils ont trouvé que les porteurs de génotype, par exemple 1, ils sont hautement, le génotype 1, il est hautement pathogène, mais ce n'est pas à 100%. Donc il y a le génotype 1, il y a le génotype 2, qui est le plus fréquent chez l'homme et les animaux domestiques. Il correspond à des souches de virulence faibles, heureusement, et le plus fréquent. Même ici en Algérie, on a découvert le génotype 2. Et il y a le génotype 3 qui est de virulence intermédiaire, donc entre les deux. Alors, donc toujours le plan du cours, des cours de parasitologie. Donc on fait une petite introduction, on fait la taxonomie, la morphologie, ensuite la morphologie du parasite, ensuite le cycle évolutif, le mode de contamination, la répartition géographique. C'est ça le plan. D'accord? Donc on va arriver à la morphologie, l'étude du parasite. Donc le parasite se présente sous 3 formes ou bien différentes formes. Il y a le tachyzoïde. Le tachyzoïde, ou bien c'est la forme végétative, ou bien c'est le trophozoïde. Donc c'est un petit parasite qui mesure généralement de 5 à 8 micromètres. Donc pour retenir la taille des parasites, il faut retenir que l'émacée, la taille de l'émacée, elle est de 8 micromètres, de 8 à 10. 8 à 10. Et vous comparez les parasites par rapport à la taille de l'émacée. Par exemple, ce parasite, il est plus petit que l'émacée. Donc, la taille de l'émacée, généralement, elle est de 8 à 10 micromètres. Et vous comparez les parasites par rapport à la taille. D'accord? Donc, c'est un petit parasite de 5 à 8 micromètres de taille. Il a une forme en croissant. Donc, on dirait, donc là, c'est les images réelles, comme vous voyez. Il a une forme en croissant avec une extrémité antérieure qui est effilée et une extrémité postérieure qui est arrondie et qui héberge un grand noyau. Donc à l'intérieur, il y a un grand noyau. Alors, dans la description, ou bien au microscope électronique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le trophozoïde, ou bien la forme végétative de toxoplasme, porte au niveau de la partie effilée le complexe apécal. Là, c'est le complexe apécal. Donc, c'est la partie antérieure qui caractérise le phylum, ou bien le phylum des Apicomplexa, et qui comprend les conoïdes. Donc, il est constitué par les conoïdes et les autres organes sécrétoires. Donc, c'est qui sécrète le produit d'invasion, qui permet aux parasites l'invasion des cellules. Donc ces différentes structures, organes, ce sont les rhoptries. Donc là, c'est les rhoptries. Là, c'est les micronèmes. Les micronèmes, ça, les petits points. Et il y a les granules denses. Là, c'est les granules denses. Le parasite se multiplie par endodiogénie. Ça veut dire les 2 parasites fils s'individualisent avant que la cellule mère ne s'éclate. Et généralement, les trophozoïdes ou bien les tachyzoïdes sont retrouvés au cours de la phase aiguë de la maladie.
Alors, la deuxième forme qu'on retrouve chez l'homme, donc chez l'homme ou bien les animaux, les réservoirs et aussi des hôtes, c'est les kystes ou bien les bradizoïdes. Donc, elles touchent le tissu nerveux, la rétine, donc l'œil, parce qu'elle a des préférences sur ces différents tissus et aussi les muscles. Mais parfois, on peut la retrouver au niveau des poumons, ces kystes. Alors, les kystes ont une forme arrondie ou ovalaire. Donc, il y a des petits kystes de 15 micromètres, il y a des grands kystes de 100 micromètres. Et à l'intérieur de ces kystes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des milliers de bradizoïdes qui sont enkystés à l'intérieur de ce kyste. Et la structure de ces bradizoïdes, comme vous voyez dans le schéma, là, la structure, là c'est une image réelle, là c'est un schéma qui nous montre les bradizoïdes qui ont une structure proche de tachyzoïdes, ou bien la forme végétative, mais ils ont une taille plus petite. Les kystes, généralement, sont entourés d'une membrane épaisse. Pourquoi épaisse? Elle permet aux parasites ou bien aux kystes de résister aux différentes réponses immunitaires. Donc, c'est une forme de résistance de parasites à l'intérieur. C'est une forme de résistance du parasite à l'intérieur du corps humain. Donc, c'est pourquoi il y a cette membrane épaisse. Alors, la troisième forme, c'est l'oocyste, qui contient à l'intérieur des sporozoïdes. Donc là, comme vous voyez dans les schémas, là, c'est un oocyste qui n'est pas sporulé. Là, c'est un oocyste aussi qui n'est pas sporulé. Là, c'est un oocyste sporulé. Donc, généralement, l'oocyste est retrouvé au niveau de l'intestin de l'hôte définitif de Toxoplasma gondii, et aussi on le retrouve dans le milieu extérieur, sur le sol et sur les herbes. Donc, à l'intérieur du corps du chat, donc, on retrouve un oocyste qui n'est pas sporulé. Arrivé dans le milieu extérieur, il va être sporulé. L'oocyste sporulé, il a une forme arrondie de 10 micromètres de diamètre qui contient deux sporocystes. Comme vous voyez, il y a deux sporocystes et chaque sporocyste contient 4 sporozoïdes. C'est clair. Donc là, c'est l'oocyste sporulé. Donc c'est l'oocyste mature. Il contient 2 sporocystes qui contiennent chacun 4 sporozoïdes. Donc la forme de ces sporozoïdes, toujours, ils ont une forme proche de la forme trophozoïde de Toxoplasma. Et la nature des parasites, c'est la résistance dans le milieu extérieur. Donc ce parasite, ou bien l'oocyste, résiste dans le milieu extérieur. Ainsi, il résiste au suc gastrique. Et dans le milieu extérieur, il peut persister jusqu'à 1 an. Donc vous voyez, vous imaginez un oocyste qui résiste dans le milieu extérieur pendant 1 an. Donc il va y avoir une contamination possible, le plus possible. Le mode de contamination. Comment l'homme se contamine par la toxoplasmose? Il y a plusieurs formes de contamination, à savoir la forme parasitaire inclus dans la contamination. Donc, il y a la contamination par des kystes. Donc, l'ingestion, généralement l'homme se contamine en ingérant la viande parasitée et mal cuite. Généralement, quand on mange une viande saignante, donc elle est mal cuite, là, on parle de contamination par des kystes. Ou bien lors de transplantation d'organes. Lorsqu'on fait une transplantation d'organes, par exemple d'un sujet séropositif qui héberge les kystes, un organe qui héberge les kystes de toxoplasma, à un receveur qui est séronégatif, qui n'a pas d'immunité contre les toxoplasmoses, là, il va y avoir une transmission par cet organe solide.
Le deuxième mode de contamination, c'est la contamination par les zoocystes. Donc, généralement, la contamination par les zoocystes se fait par l'ingestion des légumes ou bien des fruits et des crudités. Les crudités, ça veut dire quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est cru, mojtaï, et souillé par les souillé par les zoocystes, les excréments du chat, ou bien parfois par la consommation des liquides, à savoir l'eau, le lait frais qui n'est pas pasteurisé, et aussi la contamination par la mauvaise hygiène des mains après travaux sur le jardin, généralement le jardinage. Lors du jardinage, là on peut rattraper la toxoplasmose. Le troisième mode de contamination se fait par les trophozoïdes. Généralement, la contamination se fait de la mère au fœtus au cours de la grossesse par le passage transplacentaire. Donc, ce qui favorise, ce qui nous donne une forme grave de la toxoplasmose, c'est la toxoplasmose congénitale au cours de la grossesse. Comme vous voyez ici, il y a une transmission de la maladie de la mère à l'enfant par le placenta, à travers le placenta. Le deuxième mode de contamination par les tachyzoïdes, c'est la réactivation. Et cette réactivation, généralement, elle survient chez les immunodéprimés. Là, chez les immunodéprimés, il y a une réviviscence des kystes intratissulaires. Ça veut dire lorsqu'il y a une immunodépression, il y aura une réactivation de kystes intratissulaires au niveau des différents organes. Et il y a le troisième mode de contamination par les trophozoïdes, c'est la contamination accidentelle. C'est surtout le personnel de santé, les manipulateurs de souches vivantes, surtout dans les laboratoires spécifiques. Donc là, on manipule les souches et on peut accidentellement être touché par les trophozoïdes. D'accord? Le cycle évolutif. Donc, le cycle évolutif de Toxoplasma gondii, il est hétérogène. Il est hétérogène avec un hôte définitif. Donc, l'hôte définitif, c'est le chat. Et à l'intérieur du cycle, il y a de nombreux hôtes intermédiaires qui sont représentés par les différents animaux, les oiseaux, et l'homme aussi. Donc le cycle contient un hôte définitif qui est le chat et plusieurs hôtes intermédiaires. Donc le cycle évolutif de Toxoplasma gondii se déroule en 3 phases. La première phase se déroule chez l'hôte définitif et la deuxième phase se fait dans le milieu extérieur. Et la troisième phase se fait chez l'hôte intermédiaire qui est représenté par les différents animaux ainsi que l'homme. Alors, la première phase se fait chez l'hôte définitif qui est le chat. Donc cette phase, c'est la phase coccidienne. La phase coccidienne se déroule chez l'hôte définitif. Elle débute dans l'épithélium intestinal de chat et elle comprend deux modes de reproduction. À l'intérieur de l'intestin de chat, il y a 2 modes de reproduction. Il y a la phase sexuée et il y a la phase asexuée. Donc, la première phase, c'est la phase asexuée, ou bien la phase schizogonique, à l'intérieur de l'intestin du chat. Donc, l'ingestion de kystes, ou bien d'oocystes mûrs par le chat. Donc, généralement, le chat se contamine en dévorant, en mangeant, par exemple, les rongeurs, ou bien les petits oiseaux qui hébergent des kystes au niveau de leurs muscles. Ou bien, le chat peut se contaminer aussi par ses propres oocystes qui sont éliminés dans le milieu extérieur au niveau de ses excréments et
après sporulation, il va être contaminé par voie orale. Là, arrivé au niveau de l'intestin du chat, il va y avoir un déquistement et il va y avoir la libération des bradysouites qui sont à l'intérieur de l'oocyste, donc au niveau de l'intestin du chat. Et ces bradysouites vont pénétrer à l'intérieur des cellules épithéliales qui devient, par un processus de multiplication asexuée, un schizonte qui grandit et divise son noyau, donnant naissance à plusieurs mérozoïtes qui seront libérés pour parasiter de nouvelles cellules épithéliales. La deuxième phase, c'est la phase sexuée, toujours dans l'intestin du chat, la phase sexuée, ou bien la phase gamogonique. Donc après plusieurs multiplications ou bien plusieurs schizogonies au niveau de l'intestin du chat, il va y avoir une transformation de certains mérozoïtes en gamétocytes, qui va donner des gamétocytes mâles et femelles. Après fécondation des gamétocytes femelles par les gamétocytes mâles, il va y avoir formation d'un zygote ou bien d'un oocyste qui est entouré d'une coque épaisse. Il va être éliminé dans le milieu extérieur avec les excréments du chat. Donc généralement en 1 à 5 jours, en fonction de l'humidité et de la teneur en oxygène, là, ces oocystes vont être sporulés rapidement. Ils vont être disséminés et conservent leur pouvoir infectant pendant plusieurs mois. Donc là, c'est la première phase qui se passe chez le chat. La deuxième phase, c'est la première phase, c'est la phase coccidienne. La deuxième phase, c'est la phase libre ou bien la phase de sporulation qui se fait dans le milieu extérieur. Donc, c'est la phase qui correspond à la maturation des kystes, ou bien des oocystes, c'est pas des kystes, des oocystes au niveau du milieu extérieur. Là, la sporulation des oocystes se fait, aboutissent à la formation des sporozoïtes, qui est le stade infectant par division du noyau de zygote. Les oocystes immatures non sporulés devient infectieux avec formation des sporozoïtes en 1 à 5 jours en fonction de l'humidité et de la teneur en oxygène. Ces oocystes sporulés sont rapidement disséminés et conservent leur pouvoir infectant dans le sol et l'eau pendant plusieurs mois. La troisième phase, c'est la phase proliférative ou bien la formation de kystes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La troisième phase, donc la phase extérieure dans le milieu extérieur, la troisième phase, c'est la phase proliférative et la formation de kystes. Donc, l'homme, généralement, l'homme et les aliments s'infectent en ingérant, par exemple, les kystes infectés ou bien les oocystes sporulés. Arrivé au niveau de l'intestin de l'hôte intermédiaire, là, les kystes ou bien les oocystes vont libérer les sporozoïtes ou bien les bradysouites au niveau de la lumière intestinale, et le cycle se déroule dans le système réticulo-histiocytaire et entraîne le déquistement des sporozoïtes et des bradysouites et leur libération dans la lumière intestinale, puis leur conversion en tachyzoïdes, qui est la phase aiguë de la maladie, qui envahissent les cellules du système réticulo-histiocytaire, transportés par les macrophages qui assurent leur dissémination au niveau du corps de l'homme. Donc là, survient une phase chronique qui s'établit après différenciation des tachyzoïdes en bradysouides. Ces derniers se regroupent pour former des kystes au niveau
au niveau de différents tissus de l'hôte intermédiaire. C'est surtout les tissus nerveux et musculaires qui sont touchés. Alors, pour la répartition géographique, s'il vous plaît, mademoiselle, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez sortir. Alors, pour la répartition géographique, donc la toxoplasmose est cosmopolite. Cosmopolite, ça veut dire elle touche le monde entier. On la retrouve au niveau des différents pays. Donc, généralement, sa prévalence elle est liée à l'âge et à l'environnement et les habitudes alimentaires. Alors, la prévalence estimée élevée dans les pays chauds et humides, avec une grande concentration des félins. Par exemple, les pays où il y a une grande prévalence de félins, là, on retrouve une prévalence importante de toxoplasmose. Et elle se trouve faible, la prévalence de la toxoplasmose se trouve faible dans les pays froids et secs. Généralement, par exemple, en Alaska, on retrouve une prévalence à 0%. Parce que là, les températures sont diminuées. En France, la prévalence actuelle, elle est environ 50%. 50% de la population française est touchée par la toxoplasmose. Et au niveau des États-Unis, donc là, la prévalence, elle est nettement moins que celle retrouvée au niveau de la France. En Algérie, 50% des gestantes sont séronégatifs. Ça veut dire ne portent pas le parasite. La séroprévalence au niveau de l'Algérie chez la femme enceinte au niveau du secteur sanitaire de Sétif a été estimée de 32% et elle est de 49% à Alger. C'est des études faites par les différents auteurs au niveau des différents laboratoires de parasitologie. Cliniquement, donc là on arrive à la clinique. Lorsqu'on est touché par les toxoplasmoses, يعني واحد qui يتقاس بلا toxoplasmose, واش يقدر يصرالو؟ La première des choses, on commence par la classification selon le terrain. يعني les toxoplasmes هادو, à savoir quelles personnes ils vont toucher. Donc, la première personne, c'est la toxoplasmose acquise de l'immunocompétent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'immunodépression, des sujets normaux. Là, il n'y a pas d'immunocompétition, il n'y a pas d'immunodépression. Généralement, la toxoplasmose la contamination se fait après la naissance. Donc, c'est ça la définition de la toxoplasmose acquise. D'accord? La toxoplasmose acquise inapparente, appelée aussi asymptomatique, donc ou bien sérologique, ou bien latente, c'est la toxoplasmose sérologique. Généralement, c'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente, ça veut dire, la plupart تاعكم داروا la toxoplasmose هذه inapparente. La plupart داروها. Ils ont rattrapé le parasite, ils ont été contaminés, à savoir ما كانش اللي ما لعبش مع القط ولا ما دارش لو جارديناج ولا surtout هو مليح الاخر مليح واحد يتصرالو l'immunisation surtout pour les femmes. Pour les femmes, مليحه تصرا لها l'immunisation avant le mariage. Pourquoi? يعني كي تصرا لها l'immunisation avant le mariage يعني تولي عندها مناعه immunisée contre la toxoplasmose تتهنى منها. Alors que les femmes séronégatives, يعني اللي ما عندهمش l'immunité, là c'est le grand risque pendant la grossesse. يعني la maladie la gravité تاعها c'est pendant la grossesse. C'est pourquoi je vous avais dit que c'est bien d'être contaminé avant la grossesse, c'est pour les femmes. Donc,
Et généralement, cette contamination, elle est inapparente, il n'y a pas de signe clinique. La deuxième forme, moins importante, c'est la toxoplasmose ganglionnaire. Donc, c'est la forme, si il y a les signes cliniques, c'est la toxoplasmose ganglionnaire qui est la forme clinique la plus fréquente. Donc, elle représente 15 à 20% des cas. Généralement, elle se traduit, comme vous voyez dans cette image, par des adénopathies. Donc, ces adénopathies sont de localisation générale, préférentiellement au niveau cervical et occipital. La deuxième forme clinique, on est toujours dans la toxoplasmose acquise chez l'immunocompétent, c'est les atteintes oculaires. Donc, ça veut dire une atteinte au niveau de l'œil. Généralement, elle est exceptionnelle chez l'immunocompétent, il n'y a pas de problème chez l'immunocompétent, mais la contamination, lorsqu'elle survient, elle peut être contemporaine, donc au stade adulte, ou bien elle est due à une réactivation locale de kystes résiduels de la primo-infection. La deuxième forme clinique de la toxoplasmose acquise, c'est la toxoplasmose acquise de l'immunodéprimé. Donc là, ce qui fait la gravité aussi de cette maladie. Donc généralement, la dissémination du parasite se fait par voie hématogène, parce que le parasite il est intracellulaire obligatoire, et elle donne généralement des formes graves. Et ces formes graves sont liées généralement à une réactivation d'une infection acquise. Donc généralement, il y a une infection qui acquise une réactivation d'une infection acquise. La localisation chez les immunodéprimés, la localisation préférentielle, c'est le cerveau. Donc l'atteinte cérébrale se traduit généralement par l'encéphalite toxoplasmique qui est focalisée, et c'est la manifestation clinique la plus fréquente chez les immunodéprimés, c'est surtout les sujets VIH. Là, on retrouve beaucoup plus de toxoplasmose. Généralement, se traduit chez les immunodéprimés par une fièvre avec des symptômes divers tels que des céphalées, des déficits moteurs ou sensitifs et des troubles psychiatriques. Au niveau du cerveau, l'imagerie montre un ou plusieurs abcès. La deuxième localisation chez l'immunodéprimé, c'est la localisation pulmonaire. Elle est moins fréquente, heureusement elle est moins fréquente, mais lorsqu'elle survient, elle est très grave. Et il y a la localisation oculaire, donc ça veut dire au niveau de l'œil. Les autres localisations chez les immunodéprimés, donc ces localisations, c'est les formes disséminées, donc survient généralement chez les sujets où le taux de CD4 est inférieur à 50 éléments par millimètre cube, qui sont dus à une dissémination hématogène. La troisième forme de toxoplasmose, c'est la toxoplasmose congénitale. Donc, c'est une affection transmise de la mère au fœtus in utero. Donc, la toxoplasmose congénitale survient généralement chez les sujets, survient chez la femme enceinte. Donc, il y a une transmission de la maladie de la mère au fœtus in utero, et le risque de transmission augmente avec l'âge de la grossesse. À l'inverse, la gravité de l'atteinte fœtale diminue. Ça veut dire, c'est quoi? Yani, la maladie, le risque de transmission augmente avec l'âge de la grossesse, mais la gravité de l'atteinte fœtale diminue avec l'âge de la grossesse. Yani, la gravité تمشي هكذا ou le risque de transmission يمشي هكذا. D'accord? Heureusement, يعني لو كان يمشيو مع بعضهم, ça sera plus grave. Donc, la gravité تمشي وتهبط avec l'âge de la grossesse, alors que le risque de transmission
يمشي ويطلع مع l'âge de la grossesse. Heureusement. Donc, c'est pourquoi vous allez voir ce qui a une influence sur les formes cliniques de la toxoplasmose congénitale. Donc, il y a la toxoplasmose congénitale du tertiaire transmise au premier trimestre. Il y a la toxoplasmose secondaire au deuxième trimestre, transmise au deuxième trimestre, et la toxoplasmose primaire transmise au troisième trimestre. Donc, au premier trimestre, elle est plus grave, donc elle est grave, et généralement elle se traduit par des hydrocéphalies et des calcifications intracrâniennes et ou à des choriorétinites, donc oculaires, ce qui fait la gravité de la maladie, et parfois il y a des avortements. Il y a des avortements spontanés chez les femmes enceintes de mortalité et d'immortalité néonatale. Parfois, la femme met naissance, accouche un nouveau-né mort. La toxoplasmose au cours du deuxième trimestre donne généralement des encéphalites évolutives. Et les toxoplasmoses du troisième trimestre, généralement, symptomatologie polyviscérale, extraneurale, donc généralement la tête, elle est extraneurale. Ce n'est pas le cerveau qui est touché. L'autre forme de la toxoplasmose, c'est la toxoplasmose et la greffe d'organes. Généralement, cette toxoplasmose survient en cas de transplantation cardiaque, rénale ou bien de moelle osseuse. Et elle entraîne une réactivation d'une infection latente, donc une ancienne infection, ou bien il y a une infection primaire par le greffon cardiaque ou pulmonaire parasité. Donc, lorsqu'on fait une transplantation d'un organe qui porte un kyste de toxoplasmose à un sujet, à un receveur séronégatif, là, on transporte le parasite et par conséquence, il y aura une réactivation, une infection par les toxoplasmoses, par le toxoplasme. Le diagnostic. Donc, le plus important, c'est de savoir diagnostiquer la toxoplasmose. Donc, généralement, le diagnostic direct, on fait un diagnostic direct ou bien le diagnostic de certitude. Généralement, ce diagnostic est difficile à réaliser. Donc, c'est difficile d'isoler Toxoplasma gondii. Mais dans certains laboratoires spécialisés, on peut isoler Toxoplasma gondii à partir des différents liquides biologiques, à savoir le liquide amniotique, le placenta, le LCR, la ponction ganglionnaire, le sang maternel, le sang fœtal, le LBA, les biopsies cérébrales. Donc, les différents liquides biologiques, là, on peut isoler les toxoplasmes. Sur ces différents liquides biologiques, qu'est-ce qu'on va effectuer? On va effectuer, la première, c'est la coloration MJG, ou bien on peut faire une immunofluorescence directe, ou bien on peut, comme vous voyez dans cette image, faire une inoculation à des souris de laboratoire, et le résultat est obtenu au bout de 6 semaines. Donc on récupère le péritoine, le liquide d'acide péritonéal qui contient les toxoplasmes. On peut faire aussi une culture cellulaire, c'est-à-dire différentes cellules, et actuellement la biologie moléculaire ou bien la PCR qui permet d'obtenir à partir d'un seul fragment d'ADN, ça veut dire un petit prélèvement, on peut obtenir des milliers de copies identiques à ce fragment par amplification génomique. Et il y a plusieurs séquences cibles, généralement plusieurs gènes. Il y a le gène B1, le gène B30, le gène TGRE1 et le gène SAG1. Généralement, le plus connu, c'est le gène B1 et le gène SAG1. Donc, c'est ça, les gènes qui sont connus pour être amplifiés. D'accord? Le diagnostic par des techniques immunologiques. Donc, couramment dans les laboratoires, les différents laboratoires, c'est ces techniques, qu'à partir de ces techniques, on fait
le diagnostic de la toxoplasmose. Généralement, il y a différentes techniques. Il y a les techniques qui utilisent un antigène figuré, les toxoplasmes anti, ça veut dire on utilise le toxoplasme anti. Il y a la technique, le dye test, technique dye test, c'est la technique la plus ancienne, c'est une technique de référence, mais actuellement elle est abandonnée, elle n'est réalisée que dans certains laboratoires spécialisés. Il y a aussi la technique qui utilise les toxoplasmes anti, c'est l'immunofluorescence indirecte. Il y a aussi les AGA. Les autres techniques qui utilisent un antigène soluble, il y a l'hémagglutination indirecte, il y a l'ELISA, les AGA, les LIFA, le Western blot et le mesure de coefficient d'avidité des IgG et la recherche des antigènes circulants. Donc, l'hémagglutination indirecte, la technique à la recherche des anticorps, on fait la recherche des anticorps antitoxoplasme. Elle est basée sur l'agglutination des hémacées. On utilise des hémacées de moutons qui sont sensibilisés par l'antigène toxoplasmique. Il y a aussi la technique ELISA, c'est la technique la plus sensible et la spécifique de toxoplasme. Donc, elle permet le dosage des IgG pour la détection des IgG et les IgM. Généralement, cette technique, elle utilise des antigènes solubles membranaires de toxoplasme qui sont fixés sur un support aux microplaques. Donc, généralement, c'est par l'ajout de sérum de malades suspects qui aboutit à la formation du complexe antigène-anticorps qui va révéler, donc ce complexe antigène-anticorps, il va être révélé par des antiglobulines humaines marquées par la peroxydase, et cette peroxydase va être révélée par l'addition de substrats chromogènes spécifiques de l'enzyme, de cette enzyme, qui va générer une réaction colorée dans la densité optique et mesurée par le spectrophotomètre, et on compare à une gamme étalon de sérum tétré. Donc ça, c'est le principe de la technique ELISA. Les autres techniques qui sont moins importantes, c'est pas moins importantes, mais elles ne sont pas utilisées en routine. Dans le laboratoire, on a la technique ELISA. Le laboratoire, on a la technique ELISA. Les autres techniques sont des techniques, par exemple le Western blot, c'est une technique assez importante, spécialisée, utilisée surtout dans l'Institut Pasteur d'Alger. Il y a aussi la technique de mesure de coefficient d'avidité des IgG, qui augmente avec l'ancienneté de la maladie. Donc, ces images, là, c'est la technique ELISA, c'est des microplaques, comme vous voyez, colorées en bleu et en jaune. Donc, c'est des microplaques colorées. Et la mesure de la densité optique de cette coloration nous permet d'identifier le taux d'anticorps. Là, c'est l'hémagglutination passive. Là, c'est le Western blot qui permet de détecter les différentes bandes et de comparer les bandes maternelles et de nouveau-nés. La conduite du diagnostic. Avant de savoir la conduite du diagnostic de la toxoplasmose, il faut savoir la cinétique des anticorps. Comme tu vois le schéma là, généralement, les anticorps, la plupart des infections, la plupart des infections, les anticorps, l'évolution des anticorps se fait généralement de la même façon. Par exemple, quand on a la corona, généralement l'évolution des anticorps sur la même façon, d'accord? Mais chaque anticorps est spécifique de certaines maladies. Donc là, on va voir la cinétique des anticorps antitoxoplasmiques. On commence par les IgM. Les IgM, les hommes en rouge. Les IgM, c'est les premiers anticorps qui apparaissent. Donc, qui nous les IgM, l'infection est jdida. D'accord? Généralement, il apparaît au bout d'une semaine.
une semaine après la contamination. Généralement, ils vont évoluer jusqu'à un taux maximum au bout de 2 à 3 semaines. Ensuite, disparaissent au bout de 4 mois. Mais en littérature, ils ont retrouvé des IgM à plus de 6 mois. Mais c'est rare de retrouver des IgM à plus de 6 mois. Donc, à retenir, c'est que les IgM vont disparaître au bout de 4 mois. D'accord? Pour les IgG. Généralement, les IgG apparaissent vers le 10e jour. Comme vous voyez ici, au bout de 10 jours, les IgG apparaissent. Généralement, ils vont atteindre le maximum au bout de 2 mois. 2 mois, ils sont au maximum. Et ce taux maximal reste en plateau pendant plusieurs mois. Et il va être diminué, il va s'abaisser lentement. Et les IgG persistent toute la vie à un taux résiduel, témoin d'une infection toxoplasmique ancienne. Donc, c'est l'immunisation. D'accord? يعني كي نهضروا على l'immunisation, نهضروا عليها بلا façon هذه, c'est la présence des IgG à un taux résiduel. C'est pourquoi généralement les يهضروا على يعني قلت لكم c'est la même façon كيما كورونا اللي يهضروا اللي تقاس بكورونا, les personnes touchées par coronavirus. Donc là ils ont produit une immunité contre l'infection et ils ont produit des anticorps. Ces anticorps vont rester normalement, pour Toxoplasma, ils vont rester durant toute la vie. Et pour coronavirus, ils n'ont pas jusqu'à maintenant, ils n'ont pas confirmé qu'ils vont rester toute la vie. D'accord? Mais ils ont confirmé qu'ils vont rester au moins 13 mois. Une étude récente a été faite en France. Alors, pour la toxoplasmose congénitale, à côté du transfert passif des immunoglobulines maternelles, il existe une production propre au fœtus. Donc, à l'intérieur de l'utérus de la femme, donc il y a un transfert des immunoglobulines. Mais le fœtus lui-même, il va produire ses propres anticorps, immunoglobulines, à partir du 5e mois. Et ces propres anticorps, ce sont des IgG fœtales et des IgM fœtales et des IgA fœtales. Donc, et seuls les IgG maternels passent la barrière placentaire. Donc, les IgM et les IgG et les IgA ne traversent pas la barrière placentaire. Ça veut dire, quand on retrouve les IgM ou bien les IgA dans le sérum du nouveau-né, donc là, c'est une toxoplasmose congénitale. Ça veut dire le fœtus, il a produit ses IgG, ses IgM et ses IgA. Donc, parce que les IgM et les IgA maternels ne traversent pas la paroi, la barrière placentaire. Généralement, les IgG maternels peuvent être retrouvés dès le 3e mois de la vie fœtale et disparaissent en règle au 9e mois après la naissance chez le nouveau-né indemne d'infection toxoplasmique. Interprétation des résultats. Comment interpréter les résultats? Donc, généralement, la toxoplasmose évolutive peut être affirmée par l'étude de 2 sérums espacés de 15 à 20 jours, qui nous permet de mettre en évidence une séroconversion. Ça veut dire qu'il y a en premier c'est séronégatif, ensuite séropositif, ça veut dire qu'il y avait une séroconversion. Donc, ou bien l'absence de la présence d'IgM avec une élévation significative des titres des IgG entre le premier sérum et le deuxième sérum qui sont titrés en parallèle. Chez la femme enceinte, la sérologie elle nous permet de dater la toxoplasmose par rapport à l'âge de la grossesse. Pourquoi dater la toxoplasmose par rapport à l'âge de la grossesse? C'est de savoir, ou bien c'est de bien traiter la femme enceinte si elle est touchée par la toxoplasmose et si elle a transmis les toxoplasmes
à son fœtus. Le premier cas, lorsque les IgG sont entre 10 et 300 unités internationales et il n'y a pas d'IgM. Donc là, généralement, le plus probablement, c'est une immunisation ancienne. Là, cette femme, elle est protégée. Le deuxième cas, lorsque les IgG sont absents et les IgM sont absents, là, cette femme, elle est séronégative, elle n'est pas immunisée et on doit prescrire des mesures prophylactiques et une surveillance sérologique se fait chaque mois jusqu'à l'accouchement. Le troisième cas, c'est la présence des IgG et l'absence des IgM. La présence des IgG, la présence des IgM. Donc là, le plus probable, c'est une toxoplasmose récente, ou bien en évolution, ou bien elle peut être ancienne. Donc en effet, on doit utiliser d'autres techniques qui permettent de détecter donc certaines techniques, elles nous permettent de détecter les IgM de façon persistante, comme je vous avais dit. Et dans ce cas, on doit se baser sur le taux des IgG, qui consiste à apprécier la cinétique des IgG, analysée sur 2 sérums à 2 semaines d'intervalle. En cas d'augmentation significative, ça veut dire le doublement des IgG, on peut conclure à une infection contractée moins de 2 mois avant le premier prélèvement. Ça veut dire on fait un prélèvement aujourd'hui, après 15 jours, on fait un deuxième prélèvement et on fait le titrage des 2 sérums en même temps et on voit le taux des IgG. Si le taux des IgG reste le même, donc là, généralement, l'infection elle est contractée à plus de 2 mois. Si le taux des IgG est doublé, là, on parle d'une infection récente confirmée. Il y a aussi la technique qui permet de mesurer l'avidité des IgG et qui permet de dater la contamination maternelle par les toxoplasmes. Donc, هنا راح نعطيكم le schéma d'interprétation de la sérologie toxoplasmique. يعني نعطيكم الملخص تاع واش شفنا من قبل. يعني لكي نلقاو les IgG négatifs, les IgM négatifs. هنا il n'y a pas d'immunité. Donc on parle de femmes ou bien d'absence d'immunité toxoplasmique. Donc là, la femme, on doit faire des conseils d'hygiène. Le deuxième cas, lorsque les IgG sont positifs et les IgM sont négatifs. Donc là, l'infection toxoplasmique ancienne a confirmé, on doit confirmer par un deuxième sérum qui est effectué 3 semaines après. Donc là, on voit l'évolution, la cinétique des IgG. Le troisième cas, lorsque les IgG sont positifs et les IgM sont positifs, là, on doit dater l'infection par l'avidité des IgG. Lorsque l'avidité elle est forte, donc là, l'infection elle est supérieure à 3 mois à 5 mois. Lorsque l'avidité elle est faible, là, le deuxième sérum, 3 semaines plus tard, donc les IgG, s'ils sont stables, là, c'est une infection ancienne supérieure à 3 mois. Lorsque les IgG vont doubler de taux, là, l'infection elle est à moins de 2 mois, 2-3 mois. C'est clair. Lorsque les IgG sont négatifs et les IgM sont positifs, là, le plus probable, c'est un début d'infection, ou bien il s'agit d'IgM non spécifiques. Donc, on doit faire un deuxième sérum 2 semaines plus tard. Donc, s'il y a apparition des IgG, il s'agit d'une séroconversion. Lorsqu'il y a absence d'IgG, contrôlée à 4 à 6 semaines absence, là, absence d'immunisation, il s'agit d'IgM non spécifique. D'accord? Le traitement de la toxoplasmose.
Donc, le traitement de la toxoplasmose, il n'est efficace que sur la forme végétative, ça veut dire les tachyzoïdes, pendant la phase aiguë de la maladie. Les médicaments utilisés, il y a deux types de médicaments. Il y a les médicaments parasitostatiques, ça veut dire ils ne tuent pas le parasite. C'est représenté par la spiramycine et la roxythromycine. Et les deuxième forme, c'est les molécules parasitocides. Ça veut dire qu'ils tuent le parasite. Ils sont représentés par des sulfamides, les sulfadiazines, les antipaludiens de synthèse, qui est la pyrimétamine. Le schéma thérapeutique. Comment traiter la toxoplasmose? La première forme de la toxoplasmose, c'est la toxoplasmose acquise de la femme enceinte, donc au cours de la séroconversion. Lorsque vous retrouvez une séroconversion chez une femme enceinte, qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner la spiramycine à une posologie de 9 millions d'unités par unité internationale par jour jusqu'à la fin de la grossesse. Ça veut dire la spiramycine pour éviter que le fœtus soit touché par la maladie. Si on suspecte, donc ça veut dire s'il y a une moindre suspicion d'atteinte fœtale, là on donne la pyrimétamine et la sulfadoxine à des cures de 3 semaines, de 2 à 3 cures en alternance avec des cures de spiramycine pendant une année. Dans le cas où la toxoplasmose congénitale est confirmée en postnatal, ça veut dire après l'accouchement, un traitement par la pyrimétamine et sulfamide s'impose pendant 1 an avec suivi clinique, radiologique et biologique du nouveau-né. D'accord? Donc on doit traiter le nouveau-né. Le traitement curatif de première intention des formes graves chez les immunodéprimés donc, repose sur l'association pyrimétamine, sulfadiazine ou bien pyrimétamine plus clindamycine et ceci quelle que soit la forme clinique observée. Donc, à savoir une toxoplasmose cérébrale, oculaire, extracérébrale. Donc on doit traiter, on doit donner cette association. La prophylaxie. Donc, la prophylaxie, comment prévenir une atteinte toxoplasmose congénitale. Donc, il faut, au premier lieu, il faut repérer les femmes immunisées au moment du mariage. Donc, ce n'est pas le cas ici en Algérie, la sérologie toxoplasmique avant le mariage, mais c'est bien de savoir l'état immunitaire des femmes avant le mariage. Et surveiller les femmes enceintes après le mariage. Si la femme est enceinte, il faut faire une surveillance, surtout chez les femmes séronégatives. Il faut repérer les femmes séronégatives qui ne sont pas protégées. Donc, et chez ces femmes, on doit prescrire des mesures hygiéno-diététiques. Donc, il faut manger de la viande bien cuite. Il faut bien laver les légumes. Il faut éviter de consommer les crudités, les salades. Il faut bien laver les ustensiles des cuisines, surtout après manipulation de la viande. Il faut éviter le contact avec le chat. Alors pour les femmes séronégatives, il faut éviter le chat. Lors du jardinage, il faut porter des gants. Et il faut traiter le traitement très tôt de la mère en cas de séroconversion. C'est pourquoi c'est le but de faire la sérologie toxoplasmique chez toute femme enceinte. Donc la loi, je ne sais pas la loi algérienne, je ne sais pas, mais la loi française oblige chaque gynécologue de prescrire, de faire un bilan pendant la grossesse, un bilan obligatoire, et parmi ce bilan obligatoire, il y a la toxoplasmose. Et ce bilan il nous permet de repérer l'atteinte fœtale et de traiter l'enfant après la naissance. Chez les immunodéprimés, là, la chimioprophylaxie chez le sujet connu séropositif pour la toxoplasmose et des mesures hygiéno-diététiques pour les sujets séronégatifs. Donc c'est pourquoi
c'est bien de savoir le profil sérologique des Syriens ou bien des sujets immunodéprimés. En cas de greffe d'organes, donc on doit faire un contrôle sérologique du donneur et du receveur en pré-greffe. Voilà pour la toxoplasmose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.